Bien sûr. On a déjà pas mal parlé. J'aimerais, si vous voulez, inverser les vocables et parler de l'univers de l'homme. Et revenir sur l'un des aspects de la santé que nous avons escamoté tout à l'heure, et qui est la santé de vous, chef d'entreprise. C'est-à-dire comment gérez-vous, vous, votre capital santé. J'aimerais vous entendre là-dessus, étant entendu que vous êtes, vu de l'extérieur, des bureaux de travail, vous vous levez tôt, vous terminez tard, vous avez également des actions associatives, vous êtes engagé dans le tissu social qui vous entoure. J'aimerais vous entendre comment gérez-vous, avez-vous une attention particulière sur votre capital santé? Témoignage. Je vous écoute. Il y en a? Il n'y en a pas? Oui? Oui, je vous en prie. Oui, question. Oui, donc je suis à l'APM depuis 25 ans et on a créé l'APM à l'époque pour former le chef d'entreprise. Parce qu'on formait toujours les cadres, on formait toujours les employés, on formait toujours les ouvriers. Et puis le patron, l'entrepreneur, il était toujours laissé pour compte. On ne prenait jamais le temps de se former en fin de compte. Peut-être parce qu'on pensait qu'on n'en avait pas besoin, qu'on avait la science infuse ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'était pas dans l'air du temps de se former. Et l'APM a servi à ça, entre autres, et à participer à notre ouverture d'esprit. Et en ce qui concerne la santé, là tout à l'heure, on a parlé de santé, on a parlé des caisses sociales, etc. Et on parle toujours de la santé de nos employés. Mais l'entreprise, elle dépend beaucoup de la santé de celui qui a la tête, hein, de celui qui est aux manœuvres, c'est-à-dire de votre santé. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas non plus, parce que, comme tu disais, on bosse tout le temps, on se lève tôt, on se couche tard, on bouffe aussi, on est un peu excessif quelquefois, dans tous les sens, toi aussi. Et donc on n'y pense pas. Bon, moi, je bosse depuis 44 ans et demi, bientôt 45, à la tête de l'entreprise, et je fais partie du lot. Et moi, je suis arrivé dans l'entreprise à 72 kilos, je suis arrivé à 120, et depuis 3 ans, j'ai pris un peu conscience, en vieillissant quand même, j'ai 61 ans maintenant, qu'il fallait que je fasse quelque chose, et j'ai mon fils qui prend la suite là, il est à plus de 100 kilos aussi, là, et donc j'ai dit, merde, comment il faut faire donc, pour transmettre, et donc j'ai dit, il faut que je donne l'exemple, et donc j'ai perdu quand même 35 kilos, je fais du sport tous les jours, etc. Donc je prends un peu sur mon temps, au lieu d'arriver à 6h30, 7h du matin au boulot, j'arrive à 8h, mais à 5h du matin, je suis debout, je marche, et je fais de l'activité. Et finalement, au niveau efficience, je me rends compte que c'est aussi bien et que j'arrive à faire mon boulot de la même façon et à régler les problèmes peut-être beaucoup plus sereinement et beaucoup plus clairement qu'avant. Puis porter ce point en moins, ça facilite la vie. Donc je vous engage, avant de parler de la santé, de faire des cours de je ne sais pas quoi pour vos employés, de le faire pour vous, hein, de vous prendre en compte, parce que l'exemple, ça compte aussi. Et les gens vous verront et ils diront, tiens, mais si le vieux il fait ça, ou si le patron il fait ça, peut-être que c'est pas bête et je vais essayer. Moi, je vois qu'il y a des gens chez moi qui maintenant se mettent à faire du sport, à marcher, font ci, ça, et puis ça change un petit peu. Bravo. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres témoignages du même ordre ou approximatif? Non. Dans ce cas-là, je poursuis toujours sur l'univers de l'entrepreneur. J'aimerais comprendre ce que vous avez en tête, ce que vous avez au cœur. Pourquoi êtes-vous devenu entrepreneur? Pourquoi l'êtes-vous devenu et pourquoi le restez-vous? Je veux vous entendre là-dessus, clairement. Pourquoi? Ici, vous avez réfléchi là-dessus, vous y avez répondu, vous avez un certain nombre de points très clairs qui ont été émis, mais j'aimerais vous entendre. Témoignage. Pourquoi êtes-vous devenu entrepreneur? J'aimerais vous entendre. Alors, Daniel, le Padour, tout à fait simplement, c'est parce que je n'étais pas capable de faire autre chose. Et j'ai une anecdote de l'entreprise. Mon associé à qui j'ai transmis des parts, qui est mon fils professionnel, puisqu'il est chez moi depuis 28 ans, à un certain moment, j'avais pensé de transmettre l'entreprise à 2 personnes. Donc il y avait lui qui s'était formé dans l'entreprise et il y avait un ingénieur. Lui m'a dit, ok, je pars avec toi, et l'autre m'a dit non, parce que avec mes diplômes, je peux faire autre chose, je peux rentrer dans un grand groupe. Je suis devenu chef d'entreprise par défaut, mais ça m'a réussi. Quoi d'autre? Je vous écoute. Autre... Thierry. Oui, je vous en prie. Pierre. Oui, bien. Écoutez, moi, je suis tombé dans le marmite tout petit. Comme tu disais, l'éducation. Mon père était fils d'ouvrier. Oui, mais il faut y rester. Il faut y rester. Migré. J'ai vu depuis tout petit, il partait dans tous les sens. Il y a des expériences qui avaient l'air assez palpitantes. Pour
des fois il était un peu blanc le soir, mais... Et puis tout simplement, après, je sais pas, tu as le virus, tu ne te poses pas la question. Alors maintenant, je commence à me poser un peu les questions, hein, ça se voit. Et je ne peux pas m'empêcher parce que c'est une drogue. Et que cette drogue, c'est apprendre. Donc après, ce qui est un peu atypique, c'est que chaque fois que j'ai fait quelque chose, je veux faire autre chose. Parce que c'est l'école de la vie. On apprend beaucoup plus, clairement, dans nos expériences, que ce qu'on a appris à l'école. Même si on apprend des choses potentiellement intéressantes. Mais je me dis, chaque fois qu'on accumule une expérience, on accumule un savoir, qu'est-ce qu'on peut faire de ce savoir? Puisque notre capital, c'est quand même le savoir. Le nôtre et ceux des autres. Donc c'est exponentiel. Voilà. Plus j'ai une expérience, plus je veux la confronter au futur. Je suis tombé dans la marmite étant petit, je suis devenu chef d'entreprise par défaut. Autre témoignage, j'en ai un dernier, un troisième. Pourquoi êtes-vous devenu chef d'entreprise? Je vous en prie. Santiago, arrobase. On est plusieurs ici à avoir repris des entreprises familiales et quelque part on a été programmés. Et comme ça pourrait paraître un peu bizarre, quoi. Mais a posteriori on se dit tiens, merci de nous avoir programmés, quoi. Voilà, donc on est devenu chef d'entreprise un peu. On a choisi, mais. Vous avez choisi quoi? De le devenir, mais on a été un peu programmés quand même, quoi. Je pose ma question autrement, où j'ajoute un ingrédient dans la question. La liberté qui consiste à construire son destin, sa destinée, est-ce une dimension essentielle de votre statut et de votre vie? Clairement. On a beaucoup fustigé l'éducation, chacun sa propre expérience. Moi, je suis un produit de l'ascenseur social, hein, mais mes parents étaient chefs d'entreprise, artisans. J'ai fait des études, j'ai travaillé dans un grand groupe, je travaillais dans la finance, on est quelques-uns dans ce cas-là. Avoir une expérience qui fait que, on est peut-être programmé, comme disait Santiago, mais il y a une question à la fois de maturité et d'opportunité. Je veux dire, on le devient. Après, on passe le cap ou pas. Il n'y a pas de jugement à avoir sur le courage ou pas, mais je pense que l'expérience que l'on a accumulée, une expérience personnelle, parce que c'est un choix, on parlait de fou responsable, c'est à un moment le choix de prendre son destin en main et d'avoir une action positive sur les événements. Et ce choix-là, il implique, vous implique personnellement, il implique votre famille, il implique les gens dans l'entreprise pour qui vous actionnez quelque part leur destin à travers le vôtre. Et je pense que c'est une expérience qu'il faut vivre dans la vie. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a un creuset entrepreneurial, familial, c'est peut-être la typologie des entreprises familiales qui fait ça. Je crois qu'il faut être très humble par rapport à ça et essayer d'aller le plus loin possible. Et est-ce qu'il faut transmettre cette dimension patrimoniale? Je crois que la seule chose que l'on ait, je dirais, à faire sur cette terre, c'est de donner. Donc donnons l'expérience, prenons celle que, je dirais, nous avons reçu un héritage pour ensuite la transmettre, ne serait-ce que l'envie. Pour moi, de mon côté, elle est déterminante. Je l'avais, je l'ai prise, on verra. Merci beaucoup. Si je reformule, vous considérez votre statut d'entrepreneur comme étant celui d'un passeur. Vous avez reçu quelque chose en héritage et dites-vous, mon rôle ici sur Terre est de donner à mon tour. Parfait. L'envie, le patrimoine, etc. Madame, je vous écoute. Eh ben, c'était justement là-dessus, c'est de transmettre. Hein, ce qui m'anime, ce qui fait que j'ai toujours entrepris dans différents domaines, au niveau de différentes structures, et l'an dernier en libéral, c'est de transmettre. Que ce soit à des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit des dirigeants, que ce soit des salariés. Et ça, c'est que du bonheur de voir les yeux qui pétillent et de permettre à des personnes de vivre des expériences, de faire l'expérience d'une compréhension différente de
de certains cadres dans lesquels, en effet, nous sommes éduqués, nous sommes formatés, et faire vivre des choses qui soient différentes pour ouvrir, pour comprendre autrement. Et c'est sûr que c'est des choses certainement que les mentors m'ont transmis, et c'est le grand bonheur que j'ai de pouvoir continuer à transmettre. Il y avait encore un témoignage, Jérémy. Nous sommes partis, je vous ai interrogé sur ce que vous aviez dans la tête. Nous sommes dans l'univers de l'entrepreneur, sa santé d'abord, et puis maintenant votre capacité, non pas à vous remettre en question, mais à savoir où vous êtes pour pouvoir progresser. Vous m'avez dit, je suis devenu chef d'entreprise par défaut, mais j'adore ça et chaque expérience est exponentielle et m'entraîne vers le futur. C'était papa déjà, je l'ai suivi, j'ai été programmé, je l'en remercie. Je suis là pour donner et transmettre, je suis un passeur, je suis là pour transmettre, ajoutez-vous Madame Jérémy. Alors moi je n'ai pas créé, bien sûr, parce que je me légume dans l'éducation nationale, mais je me pose toujours cette question, c'est quand je vais sortir là, parce que je sais un truc, c'est que je ne terminerai pas prof à l'Estia, bon, je vous rassure, les première, deuxième année, si vous voulez me supporter, je vais rester encore 2 ans, je pense. Mais je sais que je ne veux pas terminer pour une simple et bonne raison, c'est que la routine s'installera, et quand la routine s'installera dans mon métier de prof, je tomberai dans les travers que je décris aujourd'hui. Et donc je veux surtout changer de... Et puis j'ai eu des tentatives, j'ai eu des appels du pied, j'ai gagné des concours de création. Et ma question que je vous pose à vous, entrepreneurs, c'est y a-t-il un bon moment? Alors on a donné des conseils aux petits jeunes, ils ont un peu de temps, voilà, ces petits gamins là, pour créer leur boîte. Par contre, des gens qui ont fait un peu de vie professionnelle différente, qui ont touché un peu à d'autres aspects, y a-t-il un bon moment? C'est-à-dire, moi je me pose la question, voilà, les 24 heures, je sais très bien que pour faire vivre un truc comme ça, il faudrait créer une entreprise dédiée à ça pour l'exploitation, et il y a du potentiel énorme. Je vous ai dit, j'ai gagné des concours, et une idée que j'ai sortie il y a 10 ans est en train de ressortir avec un industriel il n'y a pas plus tard que 15 jours, donc je suis toujours en train de me dire à quel moment il faut que je sorte. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que vous allez me dire, mais non, tu as perdu ta puissance, elle est passée, elle est derrière toi? Ou au contraire, attends un petit peu. Voilà, voilà, je me dis, pareil, je voudrais bien changer de femme un jour, mais je me dis, plus j'attends, plus ça va être difficile. Donc, j'aimerais des conseils. Bon, quand est-ce le moment? Quand dois-je saisir cette opportunité? Question directe. Quand doit-on, y a-t-il un âge pour devenir entrepreneur? Y a-t-il un âge pour créer sa propre entreprise? Je vous écoute. Un conseil. Il faut le faire aujourd'hui, jamais remettre à demain. Il faut le faire aujourd'hui, jamais remettre à demain. Non, il faut le faire quand on le sent. Il n'y a pas d'âge ni d'époque. Je disais hier, mon père a créé en 61 sa boîte. Et quand il a annoncé ça dans la famille, tout le monde disait c'est pas le moment, il faut le faire après-guerre, c'est trop tard, il va rester chez Turbomeca, patati patata. Et le jeune là me disait ouais, mais vous avez débuté par les 30 glorieuses, c'était facile, etc. Mais mon cul, c'était pas facile dans les années 60. Moi j'ai débuté en 68, en 68. Et 73, etc. Ça n'a jamais été facile, ça n'a jamais été le bon moment, ça n'a jamais été le mauvais moment. Donc, le moment, c'est quand tu es mûr, tu y vas, point barre. J'ai une toute dernière question s'agissant, merci beaucoup pour votre témoignage. Ça te satisfait, Jérémy? J'ai une dernière question s'agissant de votre niveau. Vous avez dit, pour la plupart d'entre nous, nous avons reçu cette entreprise. Nous ne sommes pas les fondateurs, c'est la génération qui nous a précédés. Question. Est-ce un avantage que d'avoir ainsi une entreprise familiale? Ou est-ce un frein, étant entendu la fidélité que vous avez à la génération fondatrice, qui pourrait très bien, du coup, rien que dans votre tête, agir comme un frein et vous empêcher un certain développement ou la saisie de réelles opportunités? Gérard Vandam, fermeture Henri Berrichou. Alors ça tombe bien parce que je ne suis pas créateur de l'entreprise. Certains ici, comme Christian, connaissent bien non seulement d'où je viens et où je suis aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir pu reprendre une entreprise familiale à forte culture et très très intéressante de ce côté-là. Alors pour répondre à la question, est-ce que c'est un frein? Pas du tout. Je suis devenu entrepreneur par le fait qu'à un moment donné, cette entreprise était à vendre. J'ai mis autour de la table mes collaborateurs proches et mes cadres, et je leur ai dit, si vous voulez, c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse, ou sinon, il faudra faire plus tard ou différemment. Et c'est une très belle aventure depuis 94-95, parce que c'est avec 10 cadres et 10 proches que nous avons repris cette entreprise familiale, que nous battons tous les jours pour garder cette culture familiale,
d'approfondir les valeurs vraiment verticalement que sont ancrées dans cette entreprise. Et mon principal objectif aujourd'hui en tant qu'entrepreneur à 54 ans, c'est de surtout ne pas louper le passage de témoin, avoir la bonne personne qui court devant et lui donner correctement ce foutu bâton. Oui, il y a encore un témoignage, merci beaucoup. Vous vous présentez? Je reste ici. Oui, peut-être que je vais parler comme ton fils. Jean-Michel, alors pour moi qui est l'entreprise familiale dont j'ai hérité, je crois que c'est clairement un frein. C'est clairement un frein d'être héritier, de ne pas être créateur, en ce sens qu'on est à la tête de quelque chose qu'on nous transmet et on ne risque pas que sur sa propre valeur. On risque un capital transmis et donc quelque part on a un poids sur les épaules de l'échec. Le risque de l'échec pèse plus, à mon avis, que si on est réellement créateur et finalement on ne risque que sur soi, alors que là on risque sur le patrimoine familial, on risque sur plus que soi-même. Et donc pour moi c'est clairement un frein. Merci de votre témoignage. Oui, madame. Bonjour, Patricia, je suis la fille et la petite-fille d'entrepreneurs. Mon grand-père est arrivé en France en 1936, où il a monté un négoce en matériaux. Il a subi 2 faillites, donc les 30 Glorieuses, c'était pas si facile que ça. Et mon père a pris la suite et est un très grand entrepreneur, à mon sens, évidemment, je l'admire beaucoup. Et je suis venue le rejoindre il y a 6 ans, où on a monté une petite société, enfin, où j'ai continué sa société d'aménageur lotisseur. Et pour moi, c'est un frein, parce que j'ai du mal à entreprendre, je sais qu'il est à mes côtés, et j'arrive pas encore à déployer mes ailes, parce que je suis un peu encore dans l'ombre. Pardon. Mais il faut le tuer, je suis d'accord, il faut le tuer symboliquement, il faut que j'arrive à le tuer, et évidemment. Mais il s'échappe tout seul, quoi. Il va me laisser me déployer. Il l'a fait avec mon frère qui, lui, a repris la société de négoce en matériaux. Et la seule façon pour que mon frère puisse s'épanouir, et moi, pour que je puisse le faire, c'est que justement, il se mette de côté, mais vraiment de côté. Et je pense que c'est un frein parce qu'on a la responsabilité de la transmission et de surtout pas gâcher cet héritage qu'on a reçu. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas être à votre place. Par l'accélérateur, faites attention à vous. Pourquoi la question déjà? Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Félicitations. Je vais poser ma question de façon différente. Est-il agréable de diriger une entreprise que son père a fondée? Déjà, donc on travaille dans le même espace, on travaille sur le même projet, mais c'est lui qui l'a initié, et donc c'est lui qui en détermine la vitesse et le cap. C'est tout à fait normal. Où trouver sa place? Très difficile de trouver sa place quand on passe derrière une personnalité. Mais bon, aujourd'hui, il me la laisse puisqu'il est handicapé. Donc voilà, c'est le moyen qu'il a trouvé. Il reste à la maison parce qu'il a les béquilles. Mais non, mais trêve de plaisanterie, non, c'est pas facile tous les jours. Le poids qu'a cité Jean-Michel de la reprise, d'assumer les emplois, etc. Je pense aussi qu'une entreprise familiale n'a pas les mêmes notions que les grands groupes, souvent dans la difficulté, quand il y a des problèmes, on va dire, économiques, comme c'est le cas un petit peu actuellement, on va avoir tendance à ne pas se séparer de personnel parce qu'on est fortement attaché aux gens et on ne prend pas toujours les bonnes décisions au bon moment, en particulier autour des relations humaines. Donc, c'est ce fort attachement à nos employés et le poids du passé fait qu'on ne coupe pas les branches qu'il faut au bon moment et qui peuvent mettre en péril la société, je pense. Du coup, j'ai une toute dernière question et je me retourne vers la CPAM. Excusez-moi, j'ai oublié votre prénom. Patrick. Y a-t-il une
topologie des maladies des entrepreneurs. Sait-on de quoi ils souffrent? Oui, non, il y a peut-être une typologie, mais je ne la connais pas. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup moins d'arrêt de travail chez les cadres dirigeants et chez les entrepreneurs. Ça, c'est sûr. Donc, finalement, ça maintient l'activité. Il y en a beaucoup plus chez les inactifs. Oui, il y a encore un témoignage, et puis nous allons passer au slide suivant, mais allons-y, dernier témoignage. Mon témoignage, c'est que je ne suis pas donc... mon père n'était pas entrepreneur, j'ai racheté l'entreprise auquel je dirigeais dans un groupe, et mon expérience c'est par rapport à la difficulté non pas de reprendre l'entreprise, mais d'assumer l'histoire longue et ancienne de la marque que nous avons, puisque nous avons les montres libres. Et je vis une expérience depuis maintenant plus de 15 ans, à travers cette expérience qui dure depuis 145 ans, et pour les plus jeunes, les moins jeunes, à chaque fois on me ramène à cette histoire qui est très forte. Et on la vit avec beaucoup de bonheur, mais avec aussi quelquefois beaucoup de souffrance, puisque l'être humain a cette faculté de nous ramener dans le passé, et le passé de la marque libre n'est pas toujours facile à porter, ou tout au moins on voudrait nous faire croire qu'elle n'est pas facile, alors que pour nous on la porte très bien, et on est très fiers de ce qu'on fait aujourd'hui, et très fiers aussi de ce qu'on vise dans l'avenir. Donc simplement pour vous dire aussi que dans l'entreprise, il y a aussi un historique de l'immatériel, qui est la marque, et qui est très intéressant aussi à développer, et qu'on ne parle pas peut-être dans le cadre de l'entrepreneuriat au sens physique du terme, mais dans le sens immatériel, c'est une expérience très intéressante. Regardez par rapport au slide qui est affiché, qui est un tout petit résumé de ce qui a été débattu au sein de la table ronde chargée de ce thème. Nous avons entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Comment définir l'entrepreneur? Nous en avions déjà parlé, nous venons de compléter à travers la santé même de l'entrepreneur, ou en tous les cas à travers vos motivations. Ce qui vous a motivé à le devenir, ce qui vous motive aujourd'hui à le rester, ce qui éventuellement est un frein pour que vous puissiez déployer vos ailes, c'était votre expression madame, et prendre enfin votre envol. Pour le reste, la capacité d'aller d'échec en échec avec enthousiasme, quand vous cédez votre entreprise, que cédez-vous? Fou responsable, c'est là où se trouvait donc la question. Également, dans cette table-là, vous avez dit, mais très généralement, l'entrepreneur est traîné devant le tribunal. Nous revenons au début de notre débat, où il était acquis que l'entrepreneur, parfois en tous les cas, transgressait la loi. Que vous puissiez à ce moment-là être devant le tribunal ne m'étonne pas, ou à moitié. L'esprit d'entreprise, qui pour l'enseigner, nous l'avons traité, sommes-nous au bout d'un système? Vous venez de dire, en tous les cas c'était votre réflexion, monsieur, je suis un passeur de système. Je l'ai reçu, je le maintiens, je le développe et je le passe. J'ai une question pour vous, Heinz. L'entreprise familiale. Précisément, dont la question est-elle un frein ou un accélérateur, nous avons donc deux hiérarchies, une qui est visible, la hiérarchie de l'entreprise, et juste derrière dans l'ombre, la hiérarchie de la famille, avec l'ensemble des valeurs du fondateur. Et ces valeurs tiennent en principe le groupe. Est-ce un accélérateur que ces valeurs, ou est-ce que ce sont des freins? Je ne vais certainement pas répondre directement à cette question, puisque je n'ai pas votre expérience. Mais j'attire votre attention sur le fait suivant. Dans le milieu, on n'a pas du tout parlé de l'univers, là. L'univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit, ça relève d'autre chose que le milieu. Vous avez tout le temps parlé du milieu dans lequel vous vous situez, dans lequel vous exercez vos activités. Or, ce milieu humain est caractérisé par un phénomène qu'on peut nommer lutte pour la reconnaissance. La lutte pour la reconnaissance se joue entre les parents et les enfants, ça se joue entre des hommes et des femmes de la même génération, et ça se prolonge d'ailleurs dans la relation qu'on va entretenir avec ceux qui nous suivent dans la vie. Or, réfléchir sur ce que c'est que la reconnaissance suppose qu'on s'interroge sur les critères de la reconnaissance, puisque la reconnaissance, ce n'est pas un geste aveugle, affectif. La reconnaissance repose toujours sur un certain nombre de normes et de valeurs. Et c'est là qu'on arrive à la question. Il y a
des valeurs qui s'incarnent de génération en génération, mais qui peuvent aussi évoluer. Et donc, les critères de reconnaissance peuvent changer. Les conflits intergénérationnels, ça existe. Et donc, il me semble, apporter une réponse ou vouloir apporter une réponse simple à la question est-ce que j'ai plutôt bénéficié de ce qu'on m'a transmis ou est-ce que ça m'a plutôt inhibé, c'est impossible. Il faudrait chaque fois se demander quel est l'ensemble des critères qui font que je suis capable de reconnaître et je suis en droit d'exiger qu'on me reconnaisse. La lutte pour la reconnaissance est d'ailleurs, au-delà de l'univers ou du milieu dont nous avons parlé là, un phénomène social qui va, il me semble, plus loin que ce qu'on analyse en général quand il y a des conflits sociaux. Très souvent, on pense que les revendications, par exemple, d'organisations ouvrières sont matérielles. Ouais, en général, c'est ça qu'il y a sur les calicots, etc. Mais quand on gratte un peu, à la SNCF par exemple, quand on gratte un peu, on découvre qu'il y a un déficit de reconnaissance. Et c'est là-dessus que porte en réalité le mouvement social. Or, un entrepreneur bien avisé est au fond quelqu'un qui maîtrise les systèmes de valeurs qui peuvent être mobilisés en vue de la reconnaissance. C'est ça que je voulais juste suggérer, parce que ça permet de sortir de l'alternative trop simple. Est-ce que c'est un soutien ou un frein d'avoir pour soi l'héritage de valeurs, de manières de faire, de biens, même matériels? Ce n'est pas une alternative. Je crois que nous sommes plutôt dans un système extraordinairement complexe d'échanges qui, dans le langage qui est le mien, relève d'une éthique de la communication. Ce terme éthique de la communication, ça veut simplement dire, lorsque nous communiquons, nous devons constamment nous demander par rapport à quelle valeur mentalement présente chez notre interlocuteur, nous pouvons engager la communication qui doit aboutir à un accord ou à un désaccord. Donc, lutte pour la reconnaissance, une petite suggestion. J'ai une autre